La communauté internationale demande le report des élections et annonce la suspension de l'aide électorale au Burundi. La ville de Michika, dans l'état d'Adamawa au Nigeria, libérée du groupe Boko Haram par l'armée nigériane, est aujourd'hui en ruine et isolée. François Hollande, en visite à Cuba, a exprimé la volonté de la France à participer activement à la suppression de l'embargo économique américain contre Cuba. C'était là les principaux titres de cette édition. Merci de nous rejoindre. Les Occidentaux ont haussé le ton lundi contre le pouvoir burundais. Les violences se multiplient depuis l'annonce de Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat. La communauté internationale demande un report des élections en annonçant la suspension de l'aide électorale. Dans les rues de la capitale burundaise, les manifestants ne baissent pas la pression. Reportage. Ces déclarations interviennent à 2 jours d'un sommet régional à Dar es Salaam en Tanzanie, au cours duquel devrait aussi faire pression sur Pierre Nkurunziza, les pays d'Afrique de l'Est, à savoir le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, appuyés par l'Afrique du Sud. Pretoria avait été déjà très impliqué dans le processus de réconciliation qui a ouvert la voie à la fin de la longue guerre civile burundaise. Ce sont nos droits. Personne ne peut nous empêcher de revendiquer nos droits. Nous devons poursuivre ce travail jusqu'à ce que nous aboutissions justement à ce que la Constitution, l'accord d'Arusha soit rétabli, soit accepté comme le document de base pour le peuple burundais. Burundi, petit pays d'Afrique des Grands Lacs, a prévu le 26 mai des législatives et communales, suivi le 26 juin par une présidentielle. Des élections qui coûteront au total 60 millions d'euros. L'Union européenne a, elle, promis 8 millions d'euros, dont 6 ont été déjà versés. Selon un diplomate, l'Union européenne n'ayant pas le même mécanisme décisionnel, une suspension n'a été décrétée à proprement parler, mais les conditions n'étant pas réunies pour le déblocage de la somme restante, le bloc suspend aussi de facto son aide. Selon l'ONU, plus de 50 000 Burundais ont fui dans les pays voisins, terrorisés par le climat préélectoral. Les violences ont déjà fait 19 morts. Lundi, les manifestations se sont poursuivies dans les quartiers périphériques de Bujumbura, foyer de la contestation. Aucun incident majeur n'a été signalé, mais la Croix-Rouge a soigné une dizaine de blessés survenus dans les affrontements légers avec la police. Le Forum pour la réconciliation en Centrafrique, réunissant près de 600 délégués, devant proposer une sortie de crise au pays, a demandé lundi à Bangui, lors de la clôture des travaux, le report des élections présidentielles et législatives prévues au plus tard en août. C'est du moins ce qu'ont affirmé les participants aux travaux dans une motion publique. Voici les détails. À l'ouverture du forum le 5 mai dernier, le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur dans la crise centrafricaine, avait pourtant insisté sur la nécessité de respecter les délais, jugeant que la priorité était l'organisation d'élections. À la clôture de ces travaux, le forum de Bangui en appelle aux autorités de transition pour qu'elles introduisent au plus tôt, auprès de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique centrale, la demande de prorogation à titre exceptionnel de la transition et donc le report des élections réclamées par la communauté internationale. Les participants aux travaux mettent en avant la faible mobilisation des bailleurs de fonds pour financer les opérations électorales. Si les délégués n'ont fixé aucune échéance pour la tenue des scrutins dans ce pays plongé depuis 2013 dans une meurtrière crise politico-militaire, la présidente de transition Catherine Samba Panza, clôturant le forum, a fait savoir que ces élections devraient se tenir au plus tard la fin de l'année 2015. Selon le calendrier de sortie de crise en Centrafrique, les élections devraient être organisées au plus tard en août, mais les échéances se rapprochant, les préparatifs ont accumulé des retards sur fond de désintégration de l'État. La ville de Michika, dans l'état d'Adamawa, au nord-est du Nigeria, est aujourd'hui libérée des griffes du groupe islamiste Boko Haram. Cependant, un inquiétant silence y règne désormais et les signes de la présence du groupe islamiste sont partout. Reportage. Ateliers vides, marchés déserts, écoles et boutiques fermées. À Michika, ville du nord-est du Nigeria libérée de Boko Haram, les habitants reviennent petit à petit, mais il manque de tout. Ils craignent d'être coupés du monde à la saison des pluies. Bark Lucas,
qui avait fui Michika en septembre 2014 à l'arrivée de Boko Haram, a passé plusieurs mois dans les montagnes qui séparent cette ville du Cameroun voisin. Il est revenu en avril après la libération de la ville par l'armée. Aujourd'hui, les insurgés sont partis, mais la population est confrontée à d'autres problèmes vitaux. Nous sommes revenus et nous avons découvert que notre maison avait été détruite et que beaucoup de choses ont disparu. Et nous ne pouvions pas rester dans la maison car l'odeur était vraiment terrible. Donc, nous avons voulu vérifier ce qui s'était passé. Et nous avons vu qu'il y avait une tombe là-bas, utilisée comme une fosse commune. Nous avons signalé cela aux militaires. Une seule route en mauvais état relie Michika à Yola et aux autres villes du sud de l'état d'Adamawa. Notons que la population ne retourne pas au même rythme à Michika et Madagali, plus au nord. Toujours au Nigeria, le président sortant Goodluck Jonathan a confié dimanche que plusieurs de ses amis l'ont lâché après sa défaite à la présidentielle. Il voit à travers ses défections le prix à payer pour la sauvegarde de la paix au Nigeria. Les images. Le 31 mars dernier, le président Jonathan avait téléphoné à son rival pour le féliciter avant de reconnaître publiquement sa défaite. Une attitude applaudie tant par les Nigériens que par la communauté internationale, le président américain Barack Obama saluant un véritable homme d'État. Ce renoncement au pouvoir avait surtout permis d'apaiser les tensions présentes dans le pays à l'issue des élections les plus serrées de son histoire. Goodluck Jonathan s'est exprimé à cet effet lors d'une messe d'adieu organisée à son endroit dans une église d'Abuja. De nombreux partisans de Jonathan ou membres du parti au pouvoir, soit sont passés dans le camp adverse et ont rejoint le congrès progressiste APC du président élu Buhari, soit se sont répandus en critiques sévères à l'encontre du sortant Jonathan ou de son parti. Si vous prenez certaines décisions, vous devrez savoir que même des personnes proches de vous vous abandonneront à un moment. Plus encore, mes prétendus amis sont amenés à disparaître. Jonathan a dit ne pas être surpris par ces désertions ni par ces déclarations d'anciens loyalistes, comparant son épreuve à celle de l'ancien président sud-africain Frédéric de Klerk quand il avait décidé d'abolir la domination de la minorité blanche. Mais c'est la seule décision qui a permis à l'Afrique du Sud de rester un acteur sur la scène internationale, a-t-il poursuivi. Le général Muhammadu Buhari, 72 ans, doit prendre ses fonctions le 29 mai. Direction l'Afrique du Sud où l'Alliance démocratique, principal mouvement de l'opposition, a porté un noir à sa tête hier dimanche. Une petite histoire, une première dans l'histoire de la nation arc-en-ciel. Les détails. À 34 ans, Mouzi Maïman a été désigné lors d'un congrès du parti à Port Elizabeth, dans le sud de l'Afrique du Sud. Une nouvelle saluée par des vivas et des chants des délégués. Considéré comme le protégé d'Hélène Zille à qui il succède, Mouzi Maïman a conduit la liste de l'Alliance démocratique aux élections municipales à Johannesburg en 2011, puis l'an dernier dans la province du Gauteng. Le parti a fait une percée lors des élections législatives de 2014. Il se présente depuis plusieurs années comme l'alternative de l'ANC qui gouverne l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid. Nous devons défendre la Constitution de la République coûte que coûte. Nous devons nous assurer que tout le monde soit égal devant la loi. Nous devons continuer à poursuivre notre bataille juste contre ceux qui ont du pouvoir et les corrompus. Laissez-moi vous dire, Président Zuma, si vous regardez, nous vous surveillons. Les prochaines pages de l'Alliance démocratique doivent encore s'écrire. Je souhaite que cela soit l'histoire qui raconte comme la DA a fait face au pouvoir au niveau national et a gagné. Nous devons être capables de dire un jour dans le pays, il y a un président DA en Afrique du Sud. En sa qualité de porte-parole des parlementaires du parti,
Il était l'un des principaux attaquants du président Jacob Zuma, accusé d'avoir rénové sa résidence privée de Nkandla aux frais des contribuables sud-africains. Une accusation que l'ANC avait démentie. Mmusi Maimane a grandi à Soweto, le grand township de Johannesburg, qui fut en pointe dans la lutte contre l'apartheid dans une famille ANC. La désignation d'un leader noir était jugée cruciale par la plupart des observateurs pour que l'Alliance démocratique, formation libérale issue d'un petit parti anti-apartheid blanc, poursuive sa progression dans la majorité noire face à la toute-puissance de l'ANC qui est aux affaires en Afrique du Sud depuis l'avènement de la démocratie en 1994. François Hollande est arrivé dimanche soir à Cuba, premier chef d'État occidental à s'y rendre depuis l'annonce du dégel entre l'île et les États-Unis. François Hollande a effectué lundi une visite historique à La Havane pour défendre les intérêts français et européens dans un pays qui aspire à l'ouverture économique. Premier président français à visiter l'île depuis plus d'un siècle, Hollande brûle aussi la politesse aux autres chefs d'État occidentaux, séduits par les perspectives d'ouverture à Cuba depuis l'annonce choc fin 2014 du dégel avec Washington. Avant son arrivée, il a reconnu que cette étape cubaine est d'une certaine façon historique, même si Raúl et Fidel Castro ont bien sûr rencontré les présidents français. J'arrive ici à Cuba cette nuit avec beaucoup d'émotion. Car c'est la première fois qu'un président de la République française vient à Cuba. C'est aussi un symbole. Être le premier chef d'État occidental à participer à l'ouverture de Cuba. Sur la voie de la normalisation de ses relations avec les États-Unis, mais aussi avec l'Europe, Cuba est également engagé dans une actualisation progressive de son économie héritée du modèle soviétique qui est aujourd'hui à bout de souffle. Le président français doit rencontrer lundi soir son homologue Raúl Castro qui a succédé à son frère Fidel Castro dès 2006. À La Havane, Paris entend capitaliser sur des liens resserrés. Voici un peu plus d'un an pour une visite de son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, sur l'île. Ce déplacement était venu confirmer l'importance que l'Élysée entend donner à l'Amérique latine dans sa diplomatie. 10e partenaire économique de l'île, la France veut renforcer sa présence sur le marché cubain et ne pas laisser passer le train de l'ouverture économique à Cuba. De nombreux chefs d'entreprise accompagnent François Hollande sur cette tournée au sein d'une délégation comptant par moins de 7 ministres et secrétaires d'État. Hollande a rappelé le soutien de la France à Cuba au sujet de l'embargo américain qui pénalise l'île depuis 1962. Chaque année, depuis 1991, Paris vote en faveur de la résolution demandant la levée de l'embargo à l'Assemblée générale de l'ONU. Il faut noter que le président français François Hollande a appelé de ses vœux lundi la suppression de l'embargo économique américain contre Cuba. Selon lui, la France fera son possible pour contribuer à ce que l'ouverture puisse être confirmée et que les mesures qui ont tant nui au développement de Cuba puissent être enfin annulées, voire supprimées. Eh bien, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de journée en compagnie de nos programmes.